À la mi-mars, dans le Zélande, a lieu la Kaartserslauf. C'est la première course de la saison. On y a vu des chaussures de course, des habits techniques de toutes les couleurs et de nombreux capteurs d'activité agrippés aux poignets des coureurs. Ces montres et bracelets permettent notamment de mesurer la fréquence cardiaque, la vitesse ou encore la distance parcourue. Allons voir des sportifs avant le départ de la course pour qu'ils nous expliquent en quoi ces outils connectés les aident à améliorer leur performance. Ça va avoir un impact surtout au départ. J'ai tendance à partir trop vite, donc ça me permet de ralentir un petit peu pour pas trop me griller puis réussir à tenir la distance. Ça me sert à voir un petit peu la progression. Alors, je suis vraiment une amatrice de base, vraiment basique, mais quand même on a un petit peu d'ego et de fois en fois on aime faire des progrès. Ça me sert à comptabiliser mon nombre de kills sur la semaine, l'intensité. Je regarde aussi beaucoup les pulsations et puis je vais plutôt analyser à la fin de la course. Mais je vais quand même regarder de temps en temps le rythme instantané au kilomètre pour voir si je suis dans ce que je veux ou si je suis trop lent, peut-être trop rapide. À voir. Je trouve que globalement, ça nous apporte vraiment un plus pour la gestion sans avoir quelqu'un à côté qui nous dit va plus vite, va moins vite ou quoi que ce soit. On peut partager sur plein de plateformes. Si je peux en citer, il y a Strava, Garmin ou ce genre de plateformes de communauté. Donc on peut voir si on bat quelques copains ou créer quelques compétitions à l'interne. C'est le départ de la course. Les participants regardent leur poignet et enclenchent leur programme qui va collecter sur le parcours quantité de données. Trois quarts d'heure plus tard, les premiers coureurs reviennent. Ce n'est plus seulement le temps et le classement général qui importent, c'est ce que ce petit boîtier va révéler comme information. On retrouve Sébastien à l'arrivée de la course. Vraiment très content, ouais. Voilà, j'ai vu après 2-3 kills que j'étais bien, que je me sentais à l'aise au rythme auquel j'étais et ça m'a poussé à aller un tout petit peu plus vite pour essayer de... Je voyais que je prenais de l'avance en fait par rapport au temps que je m'étais fixé. Là actuellement, les pulses redescendent bien et puis il y a noté que c'était un effort compliqué, donc bon test réussi. Sophie arrive un peu plus tard. Mes pulsations étaient au top, j'ai pu vraiment me rassurer. J'ai eu un pépin de santé au mois de novembre, puis là, clairement, la montre me permet de me dire que je suis dans mes zones et puis soit je peux accélérer ou régresser, ainsi de suite. Vraiment, je suis contente. Une fois la course finie, les données récoltées vont être attentivement regardées et pour certains analysées et partagées sur les réseaux sociaux. Alors je les synchronise sur une application, c'est une application qui s'appelle Strava et puis dessus il y a tous des nageurs, des cyclistes et des coureurs, c'est un espèce de réseau social de sportifs, c'est sympa. Et après vous avez des likes et tout ? Oui, des likes. Si je fais une bonne performance, j'aurai des likes et puis sinon peut-être un peu moins. Après, je les répertorie dans un ordinateur, après je les envoie à mon entraîneur et puis on fait un peu des statistiques comme ça. Ça me permet aussi de savoir un peu ma vitesse sur une course vallonnée comme ici. Les montres, elles permettent d'améliorer les performances sportives dans le sens où on peut les encourager et leur liker en fait leur niveau de pas par jour. Pour les encourager à bien Et marcher. il y a une micro-compétition entre les deux. Voilà. La compétition, elle existe aussi entre les fabricants qui rêvent tous que ce soit leur montre ou leur bracelet que le consommateur passe au poignet. Et pour faire le bon choix au milieu de toutes ces montres connectées, rien de tel qu'un test comparatif. Ça commence avec quelques tours de piste. Le centre sportif du bout du monde, en bordure de Genève. C'est ici que nous avons réalisé la première des 2 parties de notre test. À l'aide de ces 4 athlètes, nous avons testé 10 capteurs d'activité. En détail, 6 montres et 4 bracelets connectés. Le moins cher coûte 40 francs, le plus cher 268 francs. Nos testeurs, 4 jeunes coureurs habitués au tartan. Joyce, Léo, Fabien et Aurélien. Comment savoir si la distance mesurée par un capteur d'activité est vraiment fiable ? Il faut pouvoir la comparer à une longueur connue. Et quoi de mieux qu'une piste d'athlétisme ? Sa circonférence fait 400 mètres. C'est un standard international. Nous leur avons demandé de courir 3 tours de piste, soit 1200 mètres,
une distance suffisamment importante pour déceler d'éventuelles imprécisions entre les différents modèles. Nous quittons nos coureurs pour nous attaquer à la deuxième partie du test. Direction Lausanne, au centre de médecine du sport du CHUV. C'est Cyril Besson, Là, on a 2 minutes 30. scientifique du sport, qui mène les opérations. 3 autres données ont été mesurées ici, le nombre de pas, la quantité de calories brûlées et surtout le plus important, la fréquence cardiaque. La mesure précise de la fréquence cardiaque est basée sur l'activité électrique du cœur. Donc on va poser ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Donc il s'agit d'électrodes qui mesurent l'activité électrique du cœur. Ça permettra de comparer aux capteurs cardio-optiques des outils connectés. La deuxième chose, on va mesurer ce qu'on appelle les échanges gazeux. On va mesurer la consommation d'oxygène. Ça nous permettra de déduire la dépense énergétique que nous donnent aussi les outils connectés. Et puis la dernière qu'on va mesurer, c'est une variable qu'on appelle biomécanique. C'est le nombre de pas par minute. Pour ça, on va mesurer avec des accéléromètres sur les pieds et on va comparer ça à ce que nous donnent les montres. Mais dans le fond, comment les montres et bracelets connectés parviennent-ils à mesurer la fréquence cardiaque ? Des capteurs optiques placés sous la montre envoient de la lumière à travers la peau pour atteindre les vaisseaux sanguins au niveau du poignet. Le niveau de lumière renvoyé traduit les variations du pouls et donc les battements du cœur. Plusieurs paramètres externes au capteur peuvent donc perturber ces calculs. Tout ce qui peut influencer le transfert de lumière à travers la peau est un facteur potentiellement d'imprécision. Donc le serrage, les tatouages, la couleur de peau, la pilosité, et puis des facteurs environnementaux comme le froid peuvent aussi être des facteurs d'imprécision. Raison pour laquelle un seul coureur a réalisé les tests en laboratoire. Encore une question, comment un objet connecté au poignet peut-il calculer le nombre de pas qu'on fait ? Pour la course et la marche, on comprend bien qu'un mouvement en avant et en arrière peut être interprété par le capteur comme un pas. La limitation, c'est que tous les mouvements du poignet que vous faites, qui, lorsque vous ne marchez pas, seront comptabilisés comme des pas. L'exemple classique, c'est le brossage de dents. Et à l'inverse, lorsque vous marchez mais que vous ne faites peu de mouvements de poignet, comme lorsque, par exemple, vous poussez une poussette, on aura une sous-estimation du nombre de pas. Il a mouliné tous les paramètres obtenus pour vous livrer des résultats clairs et sans concession. Le plaisir de retrouver Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors Stéphane, vous allez nous livrer un classement avec des différences très importantes. Oui. Et on commence par le plus mauvais de tous les produits de ce test. Tout à fait. C'est la Suunto. Elle mesure 144 pulsations par minute alors que notre coureur n'en a produit que 115. Donc ça fait quand même 29 battements de différence, ça paraît énorme. Oui, c'est énorme, et ça veut dire qu'elle est inutilisable pour s'entraîner. En plus, elle nous dit qu'on aurait couru 1330 mètres au lieu de 1200. Il manque aussi 68 calories au compteur, l'équivalent d'une grosse pomme, et 74 pas sur une mesure pendant 1 heure. Note finale, 3,3 sur 10. Tout ça pour un produit qui est quand même l'un des plus chers de notre échantillon, à 249 francs. Ensuite, un capteur Withings, même imprécision pour les pas et les calories, et surtout, de nouveau, 18 pulsations de trop. Suit la Samsung, 15 battements en trop, et surtout, là, il manque 440 mètres. Donc en clair, ça veut dire que notre cobaye, il a couru 1200 mètres, oui. On l'a vu, mais en fait, son capteur Samsung n'a mesuré que 760 mètres. C'est tout à fait ça, oui. Numéro 7, la Xiaomi, elle surestime la distance et elle affiche 15 battements de trop aussi. C'est le produit le moins cher, 40 francs 60 par contre. Après ça, un capteur de chez Google. Oui, Fitbit, un cardio un peu plus précis, à 8 pulsations près. Suit Ama, avec le premier cardio exact. Par contre, la mesure des calories est mauvaise, avec une différence équivalente aux calories contenues dans 6 pommes. 6 pommes, oui, c'est pas mal quand même. Et puisqu'on parle de pommes, on passe à Apple, 4 pulsations de différence. Par contre, c'est le moins bon nombre de pas qui est mesuré. C'est aussi la plus chère, à 268 francs. Et on arrive déjà aux 3 meilleurs produits du classement. La troisième, la Polar, 12 pulsations de différence, c'est encore beaucoup. En revanche, elle est exacte pour la distance et pour les calories, comme quoi c'est possible. Deuxième position pour la Garmin, 1200 mètres exactement aussi. Cardio à 1 battement près. Peu fiable pour les calories par contre, elle obtient un 7,6. Et la première position
La première position. Oui, à 80 francs, c'est le capteur Huawei, un des moins chers de notre test, un cardio 100% juste, la distance à 20 mètres près, un très faible écart de pas. Le calcul des calories, par contre, est amélioré. Elle obtient quand même un 8,9 sur 10. Ouais, c'est donc un produit chinois, un des meilleurs marchés du test, qui obtient ce très bon résultat. Oui. Stéphane, j'imagine que tout ça, ça a fait réagir les fabricants. Quelques-uns d'entre eux, en tout cas. Ama nous explique qu'il peut y avoir des différences selon les méthodes de calcul pour les calories. Et puis, pour le GPS, ça dépend de l'environnement, si vous êtes en ville, à la campagne, sous une ligne électrique, etc. Withings précise à propos des 18 battements de différence que cette métrique n'est pas validée cliniquement et d'ajouter que la marque ne prône pas une exactitude parfaite pour ses produits. Ah voilà, bon, moi c'est honnête. Hein, voilà. Oui. Samsung ne fait pas de commentaires sur les résultats, mais nous pose une question. Pourquoi avez-vous donc acheté un modèle 2017 ? Pourquoi, Stéphane ? La réponse vient de la Migros. Il s'agit d'une liquidation de stock acheté par la Migros et revendu sous la marque M-Budget. Stéphane, une question encore, un mot encore sur le fait que souvent ces capteurs sont difficiles à utiliser. Comme toujours, il faut aller dans les magasins, tester les produits, demander à pouvoir les manipuler, à voir comment ils fonctionnent. L'ergonomie de ces produits est une question très personnelle. Ça évite les mauvaises surprises. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces résultats. Des résultats dont vous retrouverez bien sûr le détail sur notre site abe.ch. Une pratique qui interpelle maintenant l'utilisation de ces capteurs dans le cadre de l'assurance maladie complémentaire. Plusieurs compagnies proposent à leurs assurés d'emporter pour monitorer, entre autres, leur activité physique. À la clé, des avantages financiers tout à fait concrets. Je m'appelle Valérie, j'ai 36 ans, 2 enfants, un chien, un mari. Je marche tous les jours avec le chien. On va dire je marche une demi-heure à 1 heure par jour et plus 1 heure de pilates par semaine. Valérie aime bouger, pour le plaisir, pour la santé, mais pas seulement. Alors oui, effectivement, je ne fais pas que marcher avec mon chien. Je cumule des points également en marchant que je peux ensuite, qui peuvent être transformés en argent réel. Le bracelet connecté de Valérie est relié à l'application de son assurance complémentaire. C'est-à-dire que ses données physiques, comme le nombre de pas, y sont automatiquement synchronisées. Je marchais déjà beaucoup, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits défis. Par exemple, il y a 2 semaines en arrière, il fallait faire 70 000 pas par semaine, à la semaine. On peut aussi obtenir des points si justement on fait partie d'un club de fitness ou pilates ou peut-être yoga aussi. Et enfin, j'envoie une photo de ma facture et je reçois 80 points tous les semestres. Je suis à 1500 points. Depuis le début de l'année, j'ai récolté 1500 points. Ça équivaut à combien de francs? Ça équivaut à 150 francs. Et en fait, j'ai envie de faire plus d'efforts pour récolter plus de points que ce que j'obtiens en temps normal. L'application qu'utilise Valérie a été développée pour la CSS, une assurance complémentaire qui annonce avoir changé son ADN. Traditionnellement, un assureur maladie, c'est une centrale qui contrôle des factures médicales et qui les paye. Et actuellement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aller plus loin. Et cette application, elle permet à la fois de rester en forme, de guérir activement et de mieux vivre avec la maladie. Et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une espèce de prise de conscience aussi en termes de prévention. Chacun peut faire quelque chose. Leur application comprend plusieurs volets, entre autres méditation, nutrition et activité physique. MyStep, lancé par la CSS Assurance, donne envie de faire plus d'efforts physiques. Les assurés bénéficiant du compte santé CSS sont récompensés au quotidien pour chaque pas qu'ils font. Et tout le monde est gagnant, puisque les personnes qui prennent en main leur santé, elles se sentent mieux. Ça, c'est un avantage. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, elles vont être aussi moins chez le médecin. L'assurance maladie est un système solidaire. Et si on va moins chez le médecin, eh bien, ça fait aussi baisser les coûts de l'ensemble pour tout le monde. Un discours qui ne convainc pas Jean-Gabriel Jeannot.
Ce médecin tient un blog sur le site du Temps. Bon nombre de ses posts traitent du lien entre santé et objets connectés. On entend souvent sur Internet, dans les médias, les quelques personnes qui, grâce à ces mesures, ont été encouragées et marchent plus, mais on oublie souvent l'immense majorité qui, après quelques jours, parce qu'ils n'avaient pas envie, parce qu'il pleuvait, parce qu'ils avaient mal aux genoux, ont arrêté de marcher et ne marchaient pas plus après qu'avant. Mais en fait, cet effet-là stimulant, il est temporaire. Une semaine, un mois ou peut-être 3, les études montrent que ça va rarement au-delà. D'après lui, les assurances complémentaires ont tout intérêt à mettre en place ce genre de programme. Alors je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que ça leur donne une image positive. Voilà, on fait quelque chose pour nos membres. Et puis la deuxième, c'est probablement pour une sélection des bons risques, parce que les personnes qui vont adhérer à ces programmes sont plutôt des jeunes en bonne santé qui vont après pas leur coûter grand-chose. La CSS ne peut absolument pas utiliser les données récoltées pour influencer un contrat d'assurance maladie. C'est totalement impossible. On ne peut même pas faire de marketing en utilisant ces données. Nous avons accès à quelques données statistiques, donc typiquement le nombre d'utilisateurs ou bien l'âge des utilisateurs et le lieu de vie cantonal de ces utilisateurs. Et puis c'est tout. En effet, l'application Active 365 appartient à iThérapist, une société basée à Berlin qui fait écran avec l'assureur. La CSS ne peut donc pas connaître la fréquence cardiaque ou l'activité physique de ses membres. Mais prudence, ce n'est pas forcément le cas de toutes les applications santé, ni des applications propres aux capteurs d'activité. Je crois qu'on est tous pas suffisamment prudents avec nos données qu'on laisse partout sur Internet, sur les médias sociaux. Donc, donner des données santé à son assureur, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, si on pose la question à quelqu'un qui suit ce programme, il dira « mais ça m'est égal, je marche 5000 pas, 10 000 pas par jour ». Mais le jour où cette personne, elle peut plus, parce que souci de santé ou autre, ben, l'assureur va le savoir. Et je pense qu'on doit être méfiant avec ça. Et c'est vraiment une mauvaise idée de donner des informations aussi sensibles que ça à son assureur. Je pense que de toute façon, notre vie privée est déjà plus si privée que ça. Donc, du moment qu'on a un téléphone portable, qu'on a des réseaux sociaux, qu'on a le GPS qui est enclenché, que je pense ni plus ni moins que ce que j'ai déjà. Parce que j'imagine que nos données sont de toute façon pompées à gauche et à droite et qu'un peu plus, un peu moins, ça ne change plus grand-chose. Après, c'est des données assez personnelles, hein, les battements cardiaques. Oui, mais je sais pas si ça intéresse quelqu'un de savoir comment bat mon cœur. Bonsoir Jean-Pierre Rubaud, vous êtes professeur à l'EPFL où vous vous trouvez actuellement, spécialiste de la protection des données dans le domaine de la santé. Alors le fait que des assureurs puissent avoir accès, même de manière indirecte, à ce type de données, est-ce que c'est problématique ? Alors c'est problématique jusqu'à un certain point parce qu'en fait il faut voir que le secteur est très fortement régulé et donc il y a un grand nombre de garde-fous qui sont mis en place. Et comme ça a été dit dans le reportage, les assureurs vont récupérer uniquement une information agrégée pour absolument éviter de voir le détail, par exemple, du déplacement et des trajets, de la localisation, etc. de leurs assurés, et simplement se contenter d'avoir une mesure de l'activité physique, donc une mesure qui est agrégée. Pour bien comprendre l'enjeu, on a entendu dans ce reportage cette dame qui disait « mon rythme cardiaque n'intéresse personne ». Est-ce que c'est vrai ? Donc ce que l'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que la technologie se développe, l'électronique devient de plus en plus proche de notre corps, de notre intimité, de nos activités, et donc donne une image de plus en plus précise de ce que nous faisons et donc de qui nous sommes et de ce que sont aussi nos émotions à un moment donné. Alors, le rythme cardiaque, il faut faire attention parce qu'il est révélateur notamment du niveau d'émotion d'une personne. Et donc, cette information-là peut être extrêmement utile pour des annonceurs publicitaires qui cherchent à influencer le comportement d'un individu.
en particulier s'il parvient à coupler cette information-là, au moment où elle se produit, donc le moment où par exemple il y a une augmentation du rythme cardiaque, qui mesure une émotion liée à la prise de conscience ou la lecture ou la réception, disons, d'un message publicitaire. Donc cette information-là, le rythme cardiaque, a absolument de la valeur pour les annonceurs. Ouais, on sent là le potentiel tout à fait vertigineux de ces données. Mais du point de vue des fabricants, maintenant, concrètement, aujourd'hui, quel est l'intérêt de la collecte de ces données ? Alors, le fabricant peut d'une part, donc on parle ici des fabricants des objets connectés, ils peuvent d'une part améliorer finalement la perception de leurs produits parce qu'ils ont une meilleure connaissance de leurs clients, bien entendu, mais ils peuvent aussi être tentés de monnayer ces données. Vous dites être tentés de le faire, est-ce qu'il y a des cas où ça s'est effectivement fait ? Ça se fait très certainement, et c'est donc, comme vous savez, une grande partie du financement des services de l'Internet qui nous semblent être gratuits, comme par exemple Google ou bien Facebook, qui était maintenant rebaptisé Meta. Ces services-là, en fait, nous ne payons pas en francs leur utilisation, nous payons en révélant un petit peu une certaine quantité de notre intimité. Et la révélation de cette intimité permet d'influencer notre comportement et donc, par le truchement de la publicité, nous oriente vers les achats de certains produits ou de certains services. Jean-Pierre Hubault, vous restez avec nous. On a parlé d'activité physique, mais la technologie des montres connectées y connaît d'autres usages. Le marché se développe notamment pour les enfants parce que ces appareils permettent aux parents de rester en contact avec eux, de les surveiller et de se rassurer. Témoignage. Une petite maison sur les hauteurs de Collonges, en Valais. C'est ici que vivent les 5 membres de la famille Balmer. Ma grande s'appelle Mirana, elle a 10 ans. Mon fils, 7 ans, Fali. Puis la petite dernière, Soa, qui a 5 ans. Ce jour-là, les 2 plus jeunes sont à la maison, tandis que l'aînée, Mirana, est à l'école au village. La vie de cette mère de famille est bien remplie. Son emploi du temps est réglé à la minute près, comme la cuisson du poulet. L'heure du repas approche, les tâches s'accumulent, c'est l'embouteillage. Julie ne peut pas aller chercher Mirana à l'école. Alors pour en informer sa fille, elle l'appelle sur sa montre connectée. Coucou maman. Oui, allô? Coucou maman. Ça va? Oui. Ça a été l'école? Oui, ça a été. C'était trop bien. Vous êtes allé à la gym alors? Oui, on est allé à la gym. D'accord, ok. Bon, bah, maman pourrait pas venir te chercher parce que j'ai le poulet au four encore. D'accord? D'accord. Et puis tu peux prendre le bus. Et puis on se rejoint à la maison. Oui. Oh, ciao maman. Bon, allez à toutes. Ciao. Affaire réglée, Mirana rentrera en bus avant de finir le trajet à pied. Ma fille a eu la montre à 8 ans et puis mon fils a eu la montre à 6 ans. Ce qu'on peut faire, c'est voir la géolocalisation. Alors je clique sur Mirana, puis ça montre directement la carte. Puis là, je peux voir, elle se trouve à Collonges. Et puis envoyer un message, appeler, mettre le réveil, l'agenda. On peut faire un appel d'urgence s'il y a un souci. Il appuie seulement quelques secondes. Voilà. Puis là, ça appelle. Et puis, soit je réponds ou je réponds pas. Voilà. Appel manqué. Fali vient d'envoyer un signal de détresse. Désormais, le marché des montres connectées vise aussi le jeune public. L'objet ludique, coloré, il charrie un univers féerique. C'est un partenaire d'expérience et d'aventure. Mais ce ne sont pas ces arguments qui ont séduit la maman de Mirana. C'est pour l'organisation, on l'a vu, et la sécurité. J'ai pris cette montre parce qu'on voit tellement de choses. Des enfants qui se sont fait enlever, puis ou qui se perdent au milieu de la route, ou des enfants qui ne rentrent pas à la maison.
Pour moi, ça me rassure. Je sais où ils sont, je sais, je peux les appeler, je peux laisser un message. Ça me rassure, vraiment, ça me rassure. Aujourd'hui, quand on parle du grand méchant loup, c'est plus le grand méchant loup du petit chaperon rouge, mais c'est aussi s'assurer que les enfants vont bien. Et aujourd'hui, je vois chez beaucoup de parents une inquiétude de faire le mieux possible. Et s'il arrive quelque chose aux enfants, sans que ce soit forcément quelque chose de très grave, hein, mais quand il y a un incident qui arrive aux enfants, souvent la culpabilité retombe chez les parents qui se disent on n'a pas assez bien fait notre job de parent. Oui, les risques existent, mais ça ne fait pas de vous des mauvais parents. S'ils n'ont pas cette montre, bah là je panique. Eux, ils vont paniquer. Elle est où maman? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'elle a eu un accident? Est-ce qu'elle est tombée dans le ravin? On ne sait pas en fait. Alors, dans la vie, il y a toujours un empêchement. On ne sait jamais. Mirana peut désormais jouer seule au parc, mais à condition de porter sa montre connectée. Il y a quelques années, quand ils n'avaient pas la montre, je ne laissais jamais aller au parc tout seul, ni aller voir les copines. Puis depuis que j'ai la montre, je peux les laisser... ma grande, elle fait le chant, puis tu peux aller au parc pendant 30 minutes. Une montre connectée ne fait pas que donner l'heure, elle permet de surveiller son porteur. Ce qui me dérange dans l'approche de ces montres, c'est que très tôt, on habitue les enfants à être surveillés constamment. Justement, on va tout monitorer, on va tout mesurer constamment. Et les enfants, pour leur développement, ont besoin d'autres aspects que ça. C'est une excellente chose pour les enfants d'avoir des espaces dans lesquels les parents ne sont pas présents. Et ça permet de développer notamment son autonomie, mais aussi sa confiance en soi. Vous n'avez pas un peu l'impression de les fliquer? Non, du tout. Non, du tout. Non. Non, et puis je suis pas tout le temps sur mon attel en fait. Je regarde seulement quand ils font une sortie, par exemple, ils partent, ils prennent le train, puis j'aime bien les voir où ils sont, ils se baladent. Et puis quand ils sont tout seuls au parc, puis je regarde, ah mais il est au parc tranquillement. Non, j'appelle pas ça surveiller, non. Vous appelez ça comment? Que j'adore mes enfants. C'est l'heure de manger, ça tombe bien. Le poulet est cuit. Mirana est bien rentrée. On peut passer à table. Allez, bon appétit. Jean-Pierre Rubaud, vous êtes toujours avec nous. On comprend, hein, évidemment, pourquoi cette maman utilise ces appareils. Mais quel est l'enjeu quand on collecte des données sur des enfants aussi jeunes? Le risque, si vous voulez, c'est la perte d'autonomie et le fait que... Parce que l'enfant va savoir qu'il est sous surveillance. Et si cette surveillance est permanente, on sait que c'est préjudiciable finalement au développement de cette personne. Et puis le fait d'avoir, ça veut dire aussi que pour chacun des individus va exister une trace numérique de toute sa jeunesse, et puis qui sera plus ou moins bien protégé, qui risque de tomber dans des mains malveillantes. Donc je crois qu'il faut faire très attention de résister finalement à la tentation d'une surveillance trop systématique vis-à-vis des enfants. Et puis il faut aussi tenir compte du fait que cette technologie, elle peut être très très facilement subvertie pour, par exemple, surveiller des adultes. Par exemple, on peut glisser un de ces équipements dans la poche d'un veston, dans un sac à main, etc. Et puis à ce moment-là, on a une surveillance d'adulte à adulte qui devient dangereuse et donc qui offre finalement des capacités de surveillance personnalisée pour un prix qui est tout à fait dérisoire. Merci beaucoup Jean-Pierre Rubaud pour votre expertise. On vous souhaite une très belle soirée du côté de Lausanne. Merci à vous. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Un véritable vaudeville administratif maintenant dont une téléspectatrice fait les frais. En cause, le fisc vaudois qui lui a inventé un mari imaginaire. Les conséquences, elles, sont bien réelles puisque les impôts de la dame ont pris l'ascenseur. Le récit de François Janet. Juin 2021. Véronique Olivier se prépare à classer des papiers quand elle tombe sur sa taxation 2019. Et là, surprise, elle découvre que le fisc vaudois lui a attribué un mari fantôme qui vivrait avec elle sous son toit, ce qui renchérit ses impôts.
On m'a rajouté un concubin en fait, dans ma famille. Alors, je suis très surprise, je dois dire que je l'ai relu plusieurs fois en ne comprenant pas très bien ce que ça voulait dire. Ensuite, je suis passée à la commune où je réside pour leur dire, écoutez, voilà, il y a ce monsieur qui a annoncé, est-ce que c'est une personne qui aurait habité là? Alors, effectivement, la commune m'a confirmé que ce monsieur a habité là, mais est sorti de la commune, c'était au 1er novembre 2010. Bon, à savoir que j'habite ici, en fait, depuis 2015. Hein, donc, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Véronique Olivier s'active. Alors, en fait, moi, j'écris, mais ça, c'est au mois de juin 2021, où je me suis rendu compte. Donc, j'écris aux impôts. Puis très rapidement, je reçois un courrier standard qui dit « Écoutez, votre réclamation n'a pas été faite dans les 30 jours, donc elle n'est pas recevable. » Je savais que c'était très procédurier, les impôts, mais j'étais très surprise. Là, en fait, j'ai téléphoné à l'office d'impôt, à la personne qui avait signé ce courrier, qui en gros me dit « Écoutez, donc je raconte mon histoire, voilà. Elle me dit « Écoutez, oui, alors je vous comprends bien, mais nous, à notre niveau, on ne peut rien faire. Donc, si vous souhaitez, vous nous écrivez que vous refusez cette décision, et puis on enverra plus loin à l'administration des impôts à Lausanne. » Il est vrai que la taxation que Mme Olivier avait reçue était datée de novembre 2020 et elle n'a pas réagi avant le mois de juin 2021. Mais l'erreur n'était pas facile à débusquer. J'ai feuilleté le document, et puis c'est à la page 4 ou à la page 5 que j'ai vu qu'ils avaient rajouté ce monsieur. La taxation de Mme Olivier avait déjà fluctué, notamment en raison d'un petit héritage. Autre raison pour laquelle aucun indice ne l'avait alertée. Mais là, le préjudice n'est pas négligeable. Avec le statut de mariée plutôt que famille monoparentale, son taux d'imposition a été relevé. Elle doit payer 1 500 à 2 000 francs d'impôts supplémentaires. Elle conteste résolument cette situation et elle le fait savoir. La décision finale est datée du 14 mars. L'administration des impôts persiste. La révision est déclarée irrecevable en raison de son retard manifeste. C'est vraiment tout un blabla juridique pour venir m'expliquer que, de toute façon, vu que je n'ai pas fait la réclamation dans les 30 jours, que je suis hors délai et qu'elle ne peut pas être prise en compte. Ce que je n'arrive pas à comprendre, et toujours à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne veulent pas admettre que c'est eux qui ont fait l'erreur et corriger en fait cette déclaration simplement parce que je ne l'ai pas vue dans les 30 jours. Bonjour, Pour connaître le cadre juridique d'une telle affaire, nous avons pris contact avec Björn Betex, avocat à Puy. Il connaît bien le fonctionnement de l'administration vaudoise des impôts. Pour lui, les arguments du fisc ne sont pas pertinents. Ce qu'il faut savoir, c'est que la révision est finalement plus favorable aux contribuables en ce qui concerne le délai, puisque c'est un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision. Donc c'est pas 30 jours dès la notification de la décision, mais c'est un délai plus long. Tous les cantons, pourtant, ne sont pas aussi rigides que les Vaudois. Il existe aussi une pratique dans un certain nombre de cantons qui tend à admettre une révision considérée comme facilitée, c'est-à-dire qu'on admet que finalement lorsque le fisc a commis une faute évidente, et bien dans ce cas de figure, on doit pouvoir modifier la décision même si le contribuable n'a peut-être pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui pour faire valoir ce moyen. Reste une solution à Madame Olivier pour faire valoir ses droits, un recours en justice, mais qui peut coûter cher. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'il me reste, qui est notifiée dans cette décision, c'est de faire recours devant le tribunal cantonal administratif. Simplement que là, c'est un recours payant. Si c'est pour perdre encore plus d'argent, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas? Je ne sais pas.
Nous avons bien sûr contacté l'administration vaudoise des impôts qui n'a pas voulu répondre à nos questions. Le fisc s'est juste borné à nous faire savoir qu'il ne commente pas les dossiers individuels. Je suis très fâchée, ça c'est clair, et puis déçue, interloquée, parce que honnêtement, vraiment, moi j'ai confiance en fait en nos institutions. Il ne me serait pas venu à l'idée déjà, forcément qu'il puisse y avoir une erreur de leur part, mais cette mauvaise foi, en fait, j'arrive pas à comprendre. Et notre téléspectatrice nous a raconté avoir reçu 2 appels du fisc vaudois. Le premier pour lui proposer un arrangement et lui suggérer de ne pas rendre sa mésaventure publique. Le second pour lui dire que dans la mesure où elle avait répondu à ABE, il n'était plus question d'arrangement. Le fisc vaudois, lui, ne fait aucun commentaire, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Véronique Olivier a décidé de faire recours auprès du tribunal administratif. Et pour terminer cette émission, le retour de l'actualité conso de Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, dans votre panier, des Kinder, sans surprise, évidemment, gros scandale. Depuis des semaines, on se souvient du rappel de produits qui avaient été fabriqués dans une usine de Belgique où des salmonelles avaient été détectés, des produits à ne consommer sous aucun prétexte. Oui, la consigne est claire, mais dans cette affaire, le consommateur n'a pas eu la tâche facile. Déjà, plusieurs jours après le rappel des produits, on trouvait encore en vente dans certains commerces des chocolats interdits. Oui, notre enquête l'a montré. Donc des Kinder Surprise à Genève, des Kinder Surprise à Fribourg où nous avons également trouvé des chocobons, tout ça dans des petits magasins. Puis nos collègues de la Liberté en ont trouvé même chez Denner. Donc premier écueil pour le consommateur, des produits qui passent à travers les mailles du filet. Par erreur, a dit Denner, par manque d'informations, on dit certains petits commerces. Mais ça, comment est-ce que c'est possible ? Bien, la procédure prévoit que Ferrero informe les entreprises qu'ils livrent, qui informent à leur tour leurs propres clients, etc., etc. Mais si je suis un petit commerçant, que je me fournis dans un supermarché en gros, je ne suis pas directement informée. Alors, depuis notre enquête, les services du chimiste cantonal genevois ont réalisé des contrôles ciblés dans des petits commerces. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors, 177 points de vente ont été contrôlés. 59 n'avaient pas retiré la marchandise. Ça fait 33%. Ils seront sanctionnés. Et dans les autres cantons ? Alors, des contrôles de routine, pas de statistiques dans les autres cantons romans, à l'exception du canton de Vaud, qui a contrôlé la semaine dernière une 60aine de commerces. 13 n'étaient pas en règle. Mais ce qui est quand même piégeux comme consommateur, c'est que quand je prends mon produit, que je regarde sur l'emballage ou que je regarde sur l'emballage de l'emballage, je m'attends quand même à trouver le lieu de fabrication de ces chocolats. Pas du tout, ce n'est pas écrit dessus. Oui, vous avez raison, c'est pas très clair. On a d'ailleurs interpellé à ce sujet le chimiste cantonal de Zoug qui coordonne ce dossier Kinder. Indiquer où le produit a été fabriqué, c'est obligatoire. Il faut mentionner le pays où on admet également la référence à une zone géographique plus grande, par exemple l'Union européenne. Du coup, vous ne pouvez pas savoir dans quelle usine le chocolat a été produit, juste dans quel pays ou dans quelle zone. Mais les consommateurs n'ont pas besoin de savoir si le chocolat a été produit dans l'usine d'Arlon ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir s'il figure sur la liste des produits rappelés. On peut aussi s'adresser directement à Ferrero par mail ou par téléphone. Nous, on a essayé d'appeler plusieurs fois le numéro de Ferrero, mais on n'a jamais réussi à les atteindre. C'est étonnant. Si c'est occupé, c'est parce que tout le monde appelle en même temps, ok. Mais à la fin, il faut que quelqu'un réponde. Oui, Ferrero qui, depuis cette interview, a mis en place un message enregistré sur lequel vous tombez quand vous appelez leur numéro. Et pendant ce temps-là, la Confédération fait état de cas de salmonellose en Suisse aussi. Oui, 19 cas ont été reliés à l'épidémie européenne dans les cantons de Fribourg, Vaud et Berne. En ce qui concerne la Suisse romande, il s'agit d'enfants de moins de 10 ans. L'actualité conso, c'est aussi en mai la reprise à Berne des débats sur l'action collective. Il y a un mécanisme juridique qui existe ailleurs en Europe, pas encore en Suisse, qui permet à plusieurs personnes qui ont subi le même dommage
ménage de se mettre ensemble pour obtenir réparation. Le cas d'école, évidemment, c'est l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen, avec en Suisse 175 000 véhicules concernés et toujours pas de solution pour les victimes malgré plusieurs tentatives. Écoutez à ce propos la secrétaire générale de la FRC. VV, c'est vraiment un cas emblématique, avec une grosse tromperie à l'échelle mondiale. Les autres consommateurs dans d'autres pays donc, ont été indemnisés depuis. Il n'y a pas d'indemnisation pour l'instant pour les clients suisses. Ils nous refusent la qualité pour agir. Il y a beaucoup de complications de procédures. L'accès à la justice est cher, est long, lent et de facto, ça décourage beaucoup d'individus. Donc vous n'allez pas, en tant que personne, introduire une action, payer des frais de justice, des frais d'avocat pour peut-être quelques centaines de francs. Donc une impunité simplement pour des entreprises qui enfreindraient la loi parce qu'ils savent qu'on ne peut pas vraiment se défendre et que c'est décourageant, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Un dossier que nous suivrons évidemment. Et des moteurs, on passe aux pneus d'été avec un test réalisé par la fêtière des consommateurs belges, Testacha. Pourquoi un test belge? Parce qu'il prend en considération un critère qu'en Suisse, le TCS ne prend pas en considération, l'émission par les pneus de microplastiques qui polluent l'environnement. Et on en a parlé récemment dans cette émission. L'usure des pneus, c'est l'une des principales sources de pollution aux microplastiques. Oui, on parle de milliers de tonnes qui se répandent chaque année en Suisse. La Confédération investit dans des infrastructures pour limiter le problème. Par exemple, près de l'aéroport de Genève, ABE y était au mois de mars. Pour éviter que ces microplastiques partent dans les rivières, dans le lac, sans avoir été prélevés au préalable, eh bien, on construit donc ces CETEC. Un CETEC, ça va récupérer, si vous voulez bien, ces microplastiques. Ça récupère aussi possiblement des métaux lourds. Tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui possiblement va altérer en fait l'environnement doit être récupéré, traité avant de pouvoir retourner dans l'eau et en l'occurrence dans le ruisseau qui est le Vengeron ici. Le consommateur peut donc tenir compte de cet aspect-là au moment de l'achat. Alors, quels sont les pneus d'été à la fois sûrs et durables? Pour les voitures compactes, c'est un pneu de la marque Goodyear qui obtient la première place du classement de Testacha. C'est l'Efficient Grip Performance 2. À 80 francs. Pour la catégorie des SUV, c'est le Primacy 4 de Michelin. Il coûte 150 francs. Et pour conclure, eh bien, on va parler de publicité à la télévision. Avec un changement de taille qui attend les clients de Salt TV dès dimanche, ils devront payer pour continuer à bénéficier de l'option replay 7 jours et aussi de l'avance rapide qui permet d'accélérer quand le contenu nous intéresse pas. Ah bah oui, et puis qui permet opportunément de zapper la pub. Et c'est justement ça le problème aux yeux des chaînes de télé suisses et étrangères. Les espaces publicitaires perdent de la valeur, les recettes diminuent, d'où ce changement de tarification. Et donc, ça va coûter combien? C'est le supplément par mois qu'il faudra payer chez Salt TV. Il sera de 3 francs 95, faute de quoi le replay passera de 7 jours à 30 heures et la fonction avance rapide sera supprimée. Du changement, il y en aura aussi chez Sunrise UPC qui communiquera ultérieurement, tout comme Swisscom. Merci beaucoup Viviane pour vos explications. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée aussi.